Voilà, bonjour, je suis donc Olivier Péquignot, je travaille pour la société Yogosha et je vais co-animer le sujet DORA et impact sur les établissements financiers de cette nouvelle réglementation avec mon collègue Mathieu qui va se présenter. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci Yogosha pour cette invitation à cette table ronde. Moi, de mon côté, je m'appelle Mathieu Ziezing, je suis consultant au sein d'Eviden. J'appartiens à une équipe en fait spécialisée dans la cyberconformité, donc tous ces sujets DORA, ISO, NIS et tant d'autres. Cyberconformité, tous ces sujets d'analyse de risque. Personnellement, je suis en charge en fait de la méthode et de l'offre DORA au sein d'Eviden. Donc c'est un plaisir de discuter ici et donc d'avoir des retours d'expérience de la part d'entités concernées. Voilà, et donc nous avons le plaisir d'accueillir nos intervenants. Donc j'introduis juste et je vous laisse vous présenter. Donc deux acteurs, un acteur international de la Banque Finance et d'Investissement et un acteur national de la banque de proximité. Voilà, je vous laisse vous présenter. Donc Édouard Giard, donc responsable du risque IT. Alors, je suis dans la première ligne de défense, pas dans la deuxième, rattaché à une division qui contient l'IT et les back-office. Voilà, et donc je m'occupe entre autres de la mise en conformité de DORA pour la banque de marché et puis pour la holding du groupe CASA. Et pour ma part, Abou Ndiaye, voilà, je tenais à remercier Yogosha pour cette invitation-là. Alors, je suis consultant en cybersécurité et fondateur de l'ICANAM, qui est un petit cabinet spécialisé dans l'accompagnement en cyber. Et aujourd'hui, j'interviens pour témoigner sur le travail de mise en conformité à la Banque Postale. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je précise aussi merci à Édouard qui a atterri ce matin de New York, voilà, d'être avec nous. Voilà. Donc, alors, le sujet tel qu'on va l'aborder, c'est effectivement DORA. C'est, pour un rappel, c'est une réglementation européenne qui a été publiée en décembre 2022 et qui va entrer en vigueur début 2025 et qui concerne la mise en place des moyens, des mesures de cyber-résilience, de résilience opérationnelle, numérique des établissements financiers. C'est un changement qui est important dans la mesure où c'est une réglementation qui va mettre au même plan, au même niveau de criticité, les risques opérationnels numériques avec les risques juridiques et financiers d'un établissement. Et puis un dernier mot sur cette introduction, je dirais que l'ampleur de l'application est importante puisque ça concerne 22 000 établissements en France, à la fois, bien sûr, des banques, des assurances, des intermédiaires et également, et très important, les fournisseurs de technologies d'information et de communication des établissements financiers. Voilà, donc le périmètre est extrêmement large. Voilà, et donc on va parler de l'organisation de nos intervenants sur la mise en application de DORA dans leur établissement. Et puis on va également parler aussi des chantiers prioritaires, savoir en gros quel est le changement entre l'avant, les pratiques qui étaient déjà mises en place en cyber-résilience, et l'après, ce qui va devoir être mis en place et ce qu'ils ont commencé à mettre en place. Voilà. Alors, si vous voulez, je peux commencer, puis ensuite on se partagera la parole avec Mathieu. C'est savoir comment, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, peut-être en 2 mots, vos banques respectives et comment vous êtes organisés pour vous mettre en ordre de marche sur DORA. Je commence. Donc, en termes de gouvernance, donc, c'est un projet qui est mené avec la deuxième ligne de défense, donc les risques, et la première ligne. On inclut beaucoup d'acteurs, hein, donc la cyber, bien sûr, la continuité d'activité, l'informatique, la conformité, les risques. Donc c'est un exercice qui est transverse. Voilà. Et après, ça mobilise jusqu'à la direction générale. Donc on a plusieurs niveaux de gouvernance pour que vraiment tout le monde participe au projet et comprenne les enjeux et se prépare. Et pour ce qui concerne la Banque Postale, en fait, l'organisation est un peu similaire, vu que le DORA est un sujet transverse qui concerne toutes les activités de l'entreprise, avec
un sponsorship qui est assez élevé au niveau de la direction des risques opérationnels. Et ensuite, on intègre effectivement les différentes directions, la direction des achats, la direction juridique, la direction des risques IT et opérationnels et la direction cyber. Voilà, sans oublier vraiment l'équipe IT qui porte une grande majorité des exigences DORA pour la mise en conformité. Très bien. Alors, il y a des aspects dans DORA qui sont importants, à la fois des aspects de gouvernance. Voilà. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur la manière dont vous êtes organisé, en gros, pour quelles sont les étapes clés dans l'année pour rendre des comptes sur cette réglementation? Je crois que vous avez chacun 2 organisations spécifiques parce que vous êtes une structure internationale. Vous êtes plutôt vous travaillez pour une structure nationale. Voilà. Donc vous avez chacun vos particularités. On a sauté l'introduction des compagnies, non ? On a un peu sauté l'introduction, mais tu peux tout à fait... Moi, juste pour resituer, un Crédit Agricole CIB, c'est la banque de marché en fait, de Crédit Agricole. Donc on n'est pas du tout retail, on est B2B. Donc on a les salles de marché de Crédit Agricole. On fait du financement de gros projets. On travaille avec les grandes entreprises de France et d'ailleurs. Et on est à l'international. Donc, en termes d'échéance, de pilotage, ce qu'on voit, donc, on a une démarche qui est résolument orientée livrable et on regarde ce que les auditeurs et ce que la BCE va demander, en fait. Et donc, il y a, à travers le texte, il y a 4 grands sujets. Donc, le premier qui va être à mettre en œuvre en janvier, c'est la notification d'incident. À partir de janvier, on va devoir soumettre effectivement des notes qui parleront des incidents. Et c'est les incidents IT plus que les incidents cyber. En quantité, on va surtout faire de la notification d'incidents IT et puis peu d'incidents cyber parce qu'aussi on a peu d'incidents cyber. Ensuite, la deuxième chose qui sera attendue a priori en février, c'est le registre d'information qui prend la suite de la guideline EBA. Donc, il va falloir lister les fournisseurs et il va falloir aussi décrire les relations intra-groupes, ce qui est un vaste sujet. La troisième partie, c'est tout ce qui est test d'intrusion, ce qu'on appelle le TLPT, la Red Team avec la CPR, qu'on commence à préparer cette année, bien sûr. On sera peut-être notifié en début d'année prochaine et puis donc ça va démarrer quelques semaines après et ça va courir tout 2025 jusqu'en 2026 si on est notifié dans les premiers. Et le dernier sujet qu'on prépare, c'est le reporting sur les risques. Le reporting sur les risques, il y a une table des matières en fait qui est précisée et il ne faut pas se tromper en fait. C'est un reporting interne. Mais c'est un reporting interne que nos auditeurs veulent récupérer. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc effectivement, je passais du temps à New York, c'est comme ça que ça marche. La Fed ou les régulateurs vous prescrivent un reporting interne, en fait, parce qu'ils voudraient que vous fassiez un travail de qualité auprès de la direction générale et que eux pourront lire et qui leur permettra de voir en fait vos plans d'action et votre avancement. Oui. Donc c'est les grands livrables avec des échéances et du coup nous on a un planning avec des jalons et un jalon fort en fait fin d'année pour préparer effectivement l'exécution l'année d'après en fait. Alors tout à fait. Concernant la Banque Postale, en plus des différentes notifications que Edouard a citées, je rajouterai un autre rapport qui est attendu par les autorités, notamment la CPR. C'est le cadre de réexamen de la gestion des risques. Voilà. Et celui-là, c'est un rapport qui sera fourni annuellement, à la demande de la CPR, qui peut se présenter à tout moment pour demander ce rapport-là. Et ça permet de voir où est-ce que nous en sommes sur cette conformité DORA, quel est le gap qui reste à faire pour vous soyez conforme sur telle ou telle exigence. Voilà, effectivement, comme ça a été dit, c'est que
les notifications sur les incidents, voilà, c'est très exigeant. Voilà. On a des incidents à reporter dans les 24 heures. Voilà. Après avoir constaté que c'est un incident grave ou un incident critique, voilà, qui respecte vraiment des critères très très précis. Voilà, DORA est très précis là-dessus. Et dans les 72 heures, voilà, où les autorités demandent des rapports, voilà, dans un premier temps, un rapport initial, un rapport intermédiaire, ensuite un rapport complet qu'on pourra alimenter au fur et à mesure qu'on a une maîtrise sur l'incident qui est en cours. Et les autres rapports qui concernent les TLPT aussi sont pris en compte également côté la Banque Postale. Voilà, tout cela est attendu bien sûr à partir de janvier 2025. Mais après, en toute lucidité, on sait que techniquement, ça sera compliqué pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, de respecter cette échéance-là. Et aussi, ce qu'on constate aussi, c'est que on en parlait tout à l'heure, les canaux mis à disposition de toutes les entités, voilà, des 22 000 et quelques clients en France, comment nous allons communiquer avec les autorités pour fournir toutes ces notifications-là. Voilà. Il y a encore du travail à faire sur comment on communique, les canaux mis à disposition et aussi se préparer en interne pour respecter toutes ces demandes de notification. Merci à tous les deux. Ce que je note et ce qui transpire un peu de vos propos, ce qui me semble intéressant, en fait, c'est que finalement, j'ai l'impression qu'au travers de cette conformité DORA, on est dans une approche très agile de la cybersécurité, où on a des travaux qui sont colossaux, dans une timeline qui est assez courte. Et finalement, on reprend un peu cette approche de l'agilité avec le produit minimum viable, où justement on essaye dans le temps imparti de partir finalement dans un cycle itératif et on essaye d'atteindre une sorte de conformité minimum viable et attendue par les autorités. On essaye de la contenter au maximum, on essaye de faire de son mieux. Et je trouve ça assez intéressant et ça rejoint aussi ce que Abou disait justement sur la transversalité des projets. Où on fait parler les juristes, les achats, la SSI, le métier, l'organe de direction. Et il y a cette nécessité justement, je pense, d'adopter cette démarche d'agilité parce qu'on modifie les process métiers, on modifie les process SI. Et, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble... Je pense que mes collègues n'apprécieraient pas du tout qu'on dise qu'on a une conformité minimale. Non mais on ne peut pas se permettre de dire ça, nous en tout cas. Donc on a des objectifs, ils sont fixés par le comité de pilotage et voilà, et on va atteindre ces objectifs fin d'année pour après soutenir les audits l'année prochaine. Voilà, mais non, on peut pas dire ça. Alors moi je partage le fait de dire c'est une approche agile parce que les échéances sont très très courtes. Dans DORA, la plupart ont travaillé sur des versions draft de toutes ces exigences-là. Et voilà, on voit qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a des final drafts qui sortent, ensuite les final versions. Et tout ça, je pense, voilà, il y a quand même une approche agile et pragmatique qu'il faut adopter. Voilà, sachant que les final versions qui arrivent, par exemple, au mois de juillet, voilà, je pense que ce serait quasi impossible d'être conforme à 100% 6 mois après sur ces exigences-là. Et agile et aussi pragmatique parce que si on ne veut pas non plus frustrer toutes ces directions-là qui sont impliquées, voilà, ce que je disais, c'est que dans la plupart des entreprises, on a une gouvernance centrale qui est dédiée. En revanche, dans les équipes, c'est un travail qu'ils font en plus de leurs activités business as usual. Et alors, si on ne veut pas les frustrer et que pour se consacrer, soit ils se consacrent à 100% là-dessus, ou on garde l'organisation telle qu'elle est, c'est quelque chose qu'ils font en plus. Et avoir cette approche agile, je pense que ça permettrait d'avoir une bonne entente et puis d'avancer efficacement sur tout ça.
Alors, je rebondis. Donc dans Dora, il y a un certain nombre de sujets qui sont assez structurants. Donc, il y a effectivement les aspects évaluation de risque, gouvernance. On a commencé à évoquer. Peut-être juste un mot qui serait intéressant d'évoquer, c'est que quand on parle de résilience, c'est pas uniquement cybersécurité, les cyberattaques, mais c'est également l'IT, les incidents de production. Et c'est ces aspects-là qui sont aussi fondamentaux. Il y a un triptyque qui est la cyber-résilience par rapport aux cyberattaques, l'IT, la robustesse de l'IT, et puis l'aspect plan de continuité et plan de reprise d'activité. Peut-être, est-ce que vous pourriez juste dire un mot sur ces aspects-là chacun dans vos banques, comment c'est appréhendé? Alors, on capitalise énormément sur ce qui a été fait, bien sûr, en gestion de la continuité, en gestion des risques informatiques. Je pense que quand même, une des préoccupations de Dora, c'est le risque tiers et le risque supply chain. Ils insistent beaucoup en fait sur pousser le contrôle des fournisseurs. Là, on discute encore de jusqu'où on va aller, de l'interprétation, mais ça, je pense que c'est un gros volet avec, par exemple, l'audit des tiers. Donc, ils disent on ne peut pas se contenter de juste lire les rapports SOC 2 sur le risque fournisseur. Il faut aller auditer, en fait. Et donc, si c'est Google, Amazon, voilà, il faut y aller, il faut envoyer des auditeurs. Et ça, c'est une préoccupation de l'Europe qui n'est pas nécessairement partagée par les autres régulateurs. Et il faut en fait se déterminer. Donc nous, on a effectivement posé des principes. Et c'est plutôt côté inspection, en fait. C'est l'audit chez nous qui prendra la responsabilité dans son plan d'audit de décrire comment en fait ils vont s'occuper de AWS et faire la due diligence qui est attendue. Donc voilà, risque tiers important. Et alors, je rebondis là-dessus. Tu avais évoqué, Edouard, quand on avait préparé aussi des particularités avec des consortiums d'audits groupés. Donc, il semble que ça, c'est une nouveauté dans la mise en place d'un audit fournisseur qui soit quelque part mutualisé. Alors, ouais, et en fait, la subtilité, c'est que c'est donc le CCAG, c'est pour ceux, enfin, je vous invite à chercher. Donc, c'est un consortium qui a été créé en Allemagne, organisé par la Deutsche Börse, mais qui est maintenant indépendant et qui permet d'aller, disons, co-organiser l'audit de Google, Amazon, Microsoft. Donc, mais le principe, en fait, c'est que c'est plutôt une data room avec des intervenants du fournisseur, mais chaque entité financière envoie un auditeur. Oui, donc c'est pas tout à fait voilà, c'est pas de la mutualisation vraiment. Il y a 23 personnes en fait dans la salle, il y a 23 auditeurs pour je sais plus combien d'entités, peut-être une vingtaine. Et chaque entité doit faire son rapport et il y a un rapport commun. Voilà. Donc c'est une démarche très intéressante. Évidemment, donc ça a lieu en Allemagne, la BCE en tient compte. Et dans les textes, vous verrez effectivement, il y a cette possibilité d'audit groupé. Et aujourd'hui, c'est ça qui existe concrètement en fait. C'est ce dispositif en fait où on a une data room et en fait on vient tous ensemble et on partage les frais et on partage la démarche. Et en France, pour le moment, en tout cas, les grandes banques prennent pas cette direction. Enfin, en tout cas, nous, on n'est pas parti pour travailler avec le CCAG. Et donc, je vais pas m'exprimer à la place de l'inspection, mais ils vont chercher à mutualiser ou, enfin, en tout cas, à partager l'effort avec les confrères, mais ça sera pas dans le CCAG. D'accord. Alors, peut-être pour... oui, Non, vas-y, je t'en prie. Et alors, pour les différents risques sur la partie, les tests de résilience, alors nous, on les a découpés en trois pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Les tests de résilience liés à la continuité d'activité, et dedans, Dora a des exigences qui sont très claires. Voilà. Faire du plan de continuité d'activité sur un périmètre bien défini.
Voilà, il y a des exigences dessus. Faire du plan de reprise d'activité sur des data centers, par exemple. Voilà, ça, c'est des choses qui sont nouvelles dans Dora et qui sont compliquées à mettre en place. Il y a d'autres tests, toujours sur la partie continuité, c'est tout ce qui est test physique. Voilà, test physique dans les locaux, dans les data centers. Le deuxième type de test, ce sont les tests cyber. C'est ces tests cyber-là, on a tout ce qui est tests liés, les audits de pentest qu'on réalise d'habitude, les tests liés à l'analyse et à l'identification des vulnérabilités, l'audit de code source et aussi la partie TLPT, voilà, on rentre dans la case test cyber. Et le dernier, c'est le test purement IT, dans lequel on prévoit de faire des tests de performance, voilà, purement IT, gérés par une équipe dédiée. Très bien. Alors peut-être pour compléter sur effectivement, il y a deux volets dans Dora. Il y a à la fois les tests de cyber-résilience, de résilience, on va dire, qui sont à faire une fois par an. Donc ça va être effectivement des pentests, des analyses de la sécurité du réseau, des analyses de vulnérabilité, des analyses de code, etc. Donc vous avez toute une panoplie de choses qui sont... C'est une liste à la Prévert, en fait, de tous les tests qui sont à faire. Ce qui est important, et peut-être là-dessus, Abou ou Edouard, vous pourrez préciser, c'est que la nouveauté, c'est que auparavant, évidemment, avant Dora, tous les établissements faisaient ça, mais la nouveauté, c'est qu'il y a une définition plus stricte et plus claire et plus commune. Donc il y a un aspect d'harmonisation de tout ce qui est quelles sont les fonctions qu'on va tester. Donc les fonctions critiques ou importantes. Donc il y a un aspect de définition de ça qui est nouveau aussi dans Dora. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Peut-être réinsister sur le test TLPT et le principe, justement. Donc, le test, il y a à la base, il faut décrire effectivement les fonctions critico-importantes, les applications, les fournisseurs. Donc, il y a un travail de préparation très important. Et après, le test TLPT, évidemment, ce qui change, c'est que jusque-là, on avait l'habitude d'organiser des tests entre nous dans la banque. Et là, il faudra le faire avec la CPR, a priori. Donc c'est quand même, en tout cas, nous, ça change l'approche, ça change. On s'était mis quelques contraintes internes. C'est pas sûr qu'on puisse continuer avec la CP1. Donc en fait, dans le TLPT, vous devez préparer votre plan et l'envoyer effectivement à votre régulateur, et il peut rejeter le plan en fait. Voilà. Et donc à partir de là, on ne sait pas très bien comment ça va se passer, on ne sait pas comment ça va être joué par effectivement les personnes qui vont être dédiées à l'encadrement de ces tests. Mais donc tout est possible. Il va falloir faire évidemment des copies sérieuses qui montrent qu'effectivement on teste vraiment la sécurité de la banque et qu'on n'a pas mis des choses trop bateaux dans la copie en fait. Alors par contre, on n'est pas obligé de tout tester. Donc on est obligé de tester en production, mais on n'est pas obligé de tout tester et on n'est pas obligé de mettre en péril les paiements ou le cœur de l'activité. Donc il faut que ça soit significatif, faut expliquer, mais aussi évidemment, il ne faut pas non plus créer des problèmes. Alors peut-être, Abou, je crois que tu as préparé quelques slides pour nous donner quelques informations sur les TLPT. Alors TLPT, c'est vrai que c'est un terme qui est peut-être un peu barbare, mais c'est Threat-Led Penetration Testing, donc c'est en français test de pénétration fondé sur la menace. Et donc quelle est la différence par rapport aux tests de cyber-résilience pratique? Je le dis en deux mots, c'est des opérations qui sont qui sont très structurées, de longue haleine, et qui font appel à différentes méthodes et modalités pour effectivement tester la résilience globalement des opérations. Voilà. Peut-être Oui, pardon, je t'en prie. Merci. Alors effectivement, juste pour illustrer tout ça et que voilà, chacun parte, pour ceux qui sont nouveaux, chacun parte avec des définitions un peu plus précises. Voilà, le DORA, la résilience opérationnelle numérique, d'abord il y a une première définition qu'on s'est posée, et ça veut dire quoi la résilience opérationnelle numérique? Et on s'est mis autour de la table avec toutes les directions.
Et voilà, autour de cette table-là, voilà, ce que j'en ai parlé, c'est qu'on a mis en place une instance qu'on appelle les Dora Days. Et les Dora Days sont gérés par l'équipe de coordination centrale et qui est gérée par voilà, l'équipe de Frédéric qui est dans la salle, l'équipe régalienne, voilà, que je remercie d'ailleurs avec Alexandre, qui ont rendu tout ça possible, et avec qui j'ai travaillé beaucoup sur ce programme Dora. Et on s'y dit finalement, en fait, la résilience opérationnelle, c'est tout simplement la capacité, voilà, c'est une définition commune, à un système, à une entreprise, de maintenir la disponibilité de ses activités critiques face à une attaque cyber. Et pour ça, le DORA demande de faire des tests de TLPT. Voilà, on va voir ce que ça veut dire en termes de définition. Voilà, Edouard l'a dit, c'est que ces tests-là doivent être réalisés dans un environnement de production. Voilà. Et le fait de faire ça, ça veut dire que on prend beaucoup de risques de le faire parce qu'on a les équipes métiers quand même sur le dos et qu'il ne faut pas faire d'erreur. Et ces tests doivent couvrir voire la totalité, ce qu'on appelle des fonctions critiques ou importantes. Et ça, c'est un terme qui revient souvent sur Dora. C'est les FCI qui définit d'ailleurs le périmètre d'application de tout ce qu'on va dire sur Dora de manière générale. Le scope est défini bien sûr par l'entreprise, par l'entité financière, mais validé par l'ACPR. Voilà. Le scope et aussi les scénarios qu'on aura définis. Dans ces tests-là, on se dit, on prend le scénario, par exemple, le scénario ransomware qui va attaquer tel scope, et on le soumet à l'ACPR qui a son mot à dire là-dessus. Et ces tests, voilà, c'est tous les 3 ans. Et à l'issue de ces tests-là, on émet un rapport dans lequel il y aura tous les constats qui seront faits. Juste un petit complément. Donc c'est tous les 3 ans, mais en fait, c'est l'ACPR qui décide quand vous démarrez, en fait. Ça, c'est important. Ouais. C'est-à-dire que si eux, par exemple, n'ont personne de dispo l'année prochaine, on ne démarrera pas l'année prochaine. Exactement. Voilà. Alors, next, c'est ça. Et pour faire ces tests-là, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle le Tiber EU. Et le Tiber EU, c'est tout simplement un framework, une méthodologie pour faire ces tests de TLPT. Et ça a été défini au niveau européen. Et ensuite, il y a une déclinaison qui est faite par pays. Voilà, on a la chance d'avoir le Tiber FR qui a été publié. Et le Tiber EU, de manière générale, est adopté dans plus de 15 pays et testé un peu plus de 120 fois. Voilà. Ce sont les sites qui sont partagés par l'ACPR et la Banque de France. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, le TLPT, le fameux TLPT qu'on cite depuis tout à l'heure, ce sont des tests d'intrusion basés sur les menaces. Voilà. C'est tout simplement, on va mettre en place une organisation, voilà, un test qui va permettre de faire une compromission du système d'information, voilà, en prenant la place d'attaquants, voilà, d'acteurs malveillants, et avec l'approche des TTPs, les techniques et les tactiques, les techniques et les procédures de ces acteurs malveillants qui ciblent votre organisation, et aussi en prenant en compte les menaces qui sont propres à votre organisation. D'accord ? Et ça, c'est la partie Threat Intelligent. La partie Threat Intelligent va permettre tout simplement de savoir quelles sont les menaces, quels sont les acteurs qui vont cibler votre organisation et pour quelles raisons. Et ça, c'est très important. Et ça permet aussi de faire un scénario, on va dire, qui s'approche le plus proche de la réalité propre à votre organisation. Alors pour ça, il y a un processus du Tiber FR, du TLPT. On a 4 phases. La phase de préparation, voilà, où on va mobiliser toutes les équipes en interne, définir l'objectif de ce TLPT-là, avoir l'adhésion du sponsor, on va dire, du sponsor de ce TLPT-là. Et une deuxième phase, c'est la partie CTI. Voilà. Comme je l'ai dit, le test sera basé sur des menaces qui concernent votre organisation, le plus proche de la réalité. Et à la fin de cette phase Threat Intelligence, on a un rapport qui s'appelle TTIR. Voilà, c'est le Targeted Threat Intelligence Report, dans lequel on va aller piocher dans la phase 3, la phase Red Teaming.
on va prendre des scénarios qui s'approchent de cela pour les dérouler avec une équipe qui sera désignée et une phase de clôture dans laquelle on aura le rapport qu'on pourra partager avec la CPR, voilà, comme l'a dit Edouard, sur sollicitation de la CPR. Alors, du coup, la dernière slide pour montrer quelle est l'organisation prévue. Voilà, c'est une organisation vraiment très, très bien structurée. On a plusieurs acteurs. Voilà. On a un acteur qui sera la CPR, c'est le Cyber Team. Ils auront une équipe en place qui vont aider et accompagner toutes les entités financières à dérouler tous ces TLPT. Et ils vont valider ils vont donner leur mot sur les scénarios choisis. Voilà, ils vont les challenger. Ensuite, côté entité financière, on a ce qu'on appelle la White Team. Voilà, la White Team, ce sera, on va dire, l'équipe de ciseaux, de direction, qui sera au courant de ce qui se passe. Voilà, parce qu'on est d'accord, tous ces tests-là, tout le monde ne doit pas être au courant dans l'entreprise. Parce que voilà, le jour où les attaquants vont arriver, personne n'est au courant, ils arrivent par surprise. Et là, c'est le but aussi, hein. Ils arrivent par surprise. Il n'y a que la White Team qui va être au courant. Ensuite, il y a la Blue Team. La Blue Team, c'est comme l'équivalent de l'équipe SOC, voilà, qui est en charge de la prévention, la détection et la réponse aux cyberattaques. Voilà, ce n'est pas que l'équipe SOC, mais en général, c'est ça. La Purple Team, c'est un mélange de... je vais parler de la Red Team d'abord. La Red Team, c'est vraiment le fournisseur, le prestataire extérieur qui va venir jouer le rôle d'attaquant, voilà, de personnes malveillantes pour dérouler le scénario, exécuter ce qui a été validé, voilà, en collaboration avec l'équipe de Threat Intelligence. Voilà, les deux travaillent ensemble. Et à la fin de tous ces tests-là, ils vont former une équipe commune qu'on appelle la Purple Team. Voilà, la Purple Team, ils vont rejouer tout simplement. Voilà, tout le monde est au courant du test. On est arrivé au bout. On rejoue les scénarios pour que la Blue Team puisse mettre en place des mesures et aussi voilà, faire un sort de REX, savoir qu'est-ce qu'on aurait dû mettre en place pour détecter telle ou telle partie. Je peux ajouter un mot. Il y a un aspect qui va faire débat aussi dans tout ce montage, c'est la notion de leg up en anglais. Donc les coups de pouce que vous prévoyez de donner, ça fait partie des obligations, c'est-à-dire que si l'attaquant n'arrive à rien faire, vous devez, dans votre plan, prévoir des coups de pouce. Vous devez aider l'attaquant et lui donner la possibilité d'avancer, en fait. Et là-dessus, il y a vraiment des écoles très différentes. Donc, il y a une école qui est très, dans l'utilité du test, qui va jusqu'à dire, on leur donne un compte utilisateur, on connecte l'attaquant, on le met sur le réseau interne et on voit ce qu'il trouve. Et après, il y a une autre école, plus anglo-saxonne, qui dit non, ça c'est pas un coup de pouce. Ça, c'est un autre scénario. C'est le scénario où je pars de l'hypothèse que de toute façon, il va rentrer. Et eux, ils sont pas d'accord, en fait. Ils disent non, on doit pas mettre ça dans le plan. On doit s'arrêter à donner des indices sur les technologies utilisées, je sais pas, à la fois sur le site web, en détection, etc. Donc vous voyez, il y a aussi des débats là-dessus qu'on va continuer avec les CPR quand on y sera, en fait, et quand on va envoyer nos dossiers, et on va envoyer nos copies, en fait. Bien, très clair. Oui, alors ce qu'on peut dire en résumé, c'est que la nouveauté, c'est un programme très structurant, très, très exigeant, avec beaucoup de collaboration. Et puis effectivement, la nouveauté, c'est de collaborer avec l'autorité de régulation, le régulateur. Et donc oui, pour résumer ce qui a été dit, c'est que ça doit être fait tous les 3 ans. Okay, ça concerne effectivement les fonctions critiques et importantes de l'établissement. Alors, ce qui peut être intéressant quand même, c'est que vous disiez un mot, comme vous êtes des établissements qui ont beaucoup d'entités, de filiales, comment chacun vous appréhendez un peu la mise en application de cette mesure, de ce programme? Edouard, Abou. Alors, chez Créa École, c'est un vaste sujet. En effet, chaque entité est responsable de la mise en œuvre. Donc, que ça soit Cariparma en Italie ou
les caisses régionales ou nous, CACIB. Donc on doit tous piloter notre programme. Il y a une équipe centrale qui coordonne, qui fournit voilà, des documents généraux, mais effectivement, chacun doit le faire. Et nous, CACIB, on s'occupe particulièrement de nos filiales directes. Il y en a quand même quelques-unes. Et on doit mettre en conformité, effectivement, notre périmètre de contrôle direct. Voilà. Et pour l'international, donc en dehors de l'Union européenne, c'est un peu particulier. Donc autant notre filiale, enfin notre succursale en Espagne ou en Italie, bah, évidemment, on la contrôle directement, on doit assurer le même niveau qu'à Paris. Autant le bureau de New York, en fait, est impliqué simplement au titre de fournisseur critique, en fait. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et donc il y a des applications qui supportent des fonctions critiques ou importantes. Et à ce titre-là, par exemple, s'il y a un incident sur une de ces applications, on pourra envisager de notifier la BCE. Donc c'est quand même pas tout à fait le même régime. Mais là aussi, il y a des débats en interne sur jusqu'où il faut aller. Est-ce qu'on applique tout? Est-ce qu'on applique moins? Donc il y a quand même, c'est pas complètement tranché, mais le principe c'est ça. Oui, effectivement. Là, pareil, c'est en termes d'organisation, on a la même chose avec une équipe centrale sous la direction de Frédéric Jardin, qui est le directeur de l'équipe régalienne. Et on a les directions et les filiales, voilà, un peu pareil, où chacun est responsabilisé sur la conformité de son périmètre. Pour répondre à la question sur la partie de ces tests de TLPT, il y a encore du travail on va dire de cadrage à faire pour vraiment maîtriser le processus de bout en bout. Voilà, parce que dedans, on touche la production pendant plusieurs semaines et à la fin, on a un rapport qu'on fournit. Voilà. Il y a d'abord la partie mise à jour documentaire qui a à gérer. Voilà, pour que tout le monde soit formalisé dans les politiques de sécurité de ces types de tests-là, pourquoi on les fait, et aussi avoir la validation du top management. Et ce qui est surtout important, c'est aussi qu'on a appelé la partie déontologique. Voilà, déontologiquement, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Éthiquement, qu'est-ce que nous avons le droit de faire? Et ça, ce sera formalisé. Et chacune des parties prenantes va s'engager vraiment sur cette déontologie-là, que ce soit l'équipe de la White Team surtout, voilà, qui est on va dire un point d'entrée qui est très très important, voilà, qui ne doit informer personne de ce qui va se passer. Voilà, pareil pour la Blue Team, la Purple Team, la Red Team et la partie Threat Intelligent. Et une fois que toute cette corpus documentaire est géré, toute la partie déontologique a été validée, voilà, je pense qu'il y a aussi un test à faire, un test à blanc, parce que c'est nouveau, que ce soit pour les entreprises et aussi même pour la CPR, pour savoir comment ils vont gérer toute cette partie-là. Après ce test à blanc, et on a tous les 3 ans, et c'est de partir sur un premier test, voilà, sur un périmètre qu'on a maîtrisé, sans forcément se dire on prend toutes les fonctions critiques et importantes de l'entreprise, et ainsi de suite, on élargit le périmètre au fur et à mesure qu'on monte en compétence sur ce test-là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Merci Abou. Effectivement, ce que tu dis sur la déontologie, c'est important. Sur la partie choix et sélection des prestataires, il y a des contraintes assez fortes dans DORA sur l'expertise, l'expérience des prestataires et justement sur le cadre à respecter dans ces tests de pénétration, ce que j'ai le droit de faire en tant que pen tester, en tant que red teamer dans ce cas-là. Et justement, en France, par exemple, on a déjà des référentiels éprouvés qui existent. Il y a la certification PASI auquel on peut se fier pour cette partie-là. Et ça me fait penser également à un autre point, c'est la nécessité aussi de bien encadrer ce test de pénétration-là. Donc il y a tout ce phasage qui est prévu dans la réglementation qu'il faut suivre. Et il y a la partie donc préliminaire également à suivre. S'il y a des juristes dans la salle, ils sauront effectivement qu'un test de pénétration, c'est quelque chose d'illégal. S'intégrer dans un système automatique de données, c'est un délit. Effectivement, donc c'est quelque chose à encadrer également d'un point de vue contractuel
à bien canaliser au préalable, effectivement, avec notamment les juristes pertinents. Oui, juste peut-être en complément, la question se pose aussi pour les grands établissements de savoir quelle est la part qu'ils internalisent dans ce type d'opération et la part qu'ils peuvent externaliser, voire en quoi le régulateur aussi demande à faire de l'externalisation et de s'appuyer sur des partenaires. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus, chacun ? Je crois que nous, on n'a pas le choix, en fait. J'ai compris que nous, on doit faire avec l'extérieur. Et donc, on a déjà on a conclu l'appel d'offres, on a choisi la société et on l'a booké pour faire un test cette année et pour l'année prochaine, en fait. Pour être sûr d'avoir les ressources, qui est évidemment une des préoccupations qu'on partage tous, avoir des ressources pour le faire. Donc, on a déjà fait tout le chemin. Ouais. La question ensuite, c'est comme vous avez différents types d'équipes. Alors la White Team, évidemment, c'est une équipe interne. Il y a le régulateur, mais il y a une équipe de Threat Intel et une équipe de Red Team. Là-dessus, est-ce que c'est le même est-ce que vous pouvez nous éclairer sur qui sont les parties prenantes et est-ce que vous avez la possibilité de choisir des prestataires différents ou c'est le même pour ces deux opérations clés ? Je crois que pour être précis dans le texte, il est possible de réutiliser la Threat Intel en fait. Il n'est pas obligé de coupler la Threat Intel avec le package test Red Team. D'accord. Donc on peut très bien avoir une activité de Threat Intel établie et qui délivre un rapport tous les ans qu'on utilise en fait pour amorcer le TLPT en fait. Mais nous, en pratique, sur cette là, dans le cadre actuel, on a mis les deux ensemble. D'accord. Okay. Et alors, chez mon client, la Banque Postale, c'est que, pas que, d'autres clients aussi, ils ont déjà des équipes ou un prestataire qui s'occupe de la partie Threat Intel. Voilà. Encore une fois, Dora va rappeler des choses que beaucoup d'entreprises faisaient déjà. On va s'appuyer sur cet acteur-là de la Threat Intel. Maintenant, le travail qu'il y aura à faire, c'est la partie Red Teaming, où on sélectionnera un prestataire externe qui est indépendant de la partie Threat Intelligence. D'accord. Donc, tu veux dire que la partie Threat Intelligence reste interne à la Banque Postale ou... Non, ça reste toujours un prestataire extérieur qui travaille déjà avec la banque. Avec vous, ok, voilà. D'accord, très bien. Voilà. Alors, il y avait ensuite une question, je laisserai Mathieu, hein, si tu veux. N'hésite pas. C'était, alors, toutes ces nouvelles exigences nécessitent en fait de mettre en place une gouvernance. Comme on l'a vu, Dora touche à la fois le risque IT, le risque cyber et toutes les pratiques de plan de continuité de reprise d'activité. En gros, il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être remontées et qui vont devoir être croisées, qui vont devoir être présentées aux régulateurs. La question est de savoir, est-ce que vous avez prévu dans cette mise en conformité d'investir dans des nouveaux outils, des nouvelles solutions, des nouvelles applications pour vous aider à consolider, piloter ces nouvelles exigences ? Non. Je crois qu'en fait, il y a effectivement plusieurs processus qui existaient dont la maîtrise, par exemple la maîtrise du risque fournisseur. Il y a déjà des outils, tout ce qui est gestion des pentests, il y a un certain outillage. Le reporting, effectivement, sur les risques, aujourd'hui, chez nous, c'est pas très outillé. Donc, c'est produit, mais c'est pas très outillé. Et le reporting sur les incidents, c'est outillé déjà. Et on va juste capitaliser sur ce qui est fait et augmenter. En fait, l'outillage ne change pas vraiment, c'est la sortie. C'est-à-dire que là, on va aller vers la BCE. Bon, et on n'a pas discuté aujourd'hui de changer les formulaires pour les structurer et avoir exactement les rubriques qui sont attendues. Donc on n'a pas prévu trop d'outillage pour le moment. Pour le moment. D'accord. Alors, côté de la Banque Postale, ouais, effectivement, il y a un chantier qui a été identifié pour l'outillage, qu'on a appelé le suivi de la conformité Dora. Et ça répond à une des exigences, d'ailleurs, qui est le rapport de réexamen du cadre de gestion des risques. Voilà. Et le fait d'avoir l'outil, l'intérêt, c'est qu'on a, on va dire, en temps réel, où est-ce qu'on en est sur la conformité de Dora et quel est le gap analysis qui nous reste à faire
et on pourra le partager plus facilement au régulateur en cas de demande. Voilà. Il y a cette partie-là. Après, il y aura un autre type d'outillage, bien sûr, à faire, c'est tout ce qui est, par exemple, lié au risque. Voilà. Est-ce que le client a un outil d'analyse de risque, de gestion des risques, de cartographie de ces risques-là, voilà, des risques qui sont propres, on va dire, à la maison mère, et aussi qui permettent de consolider tous les risques des différentes filiales, voilà, à travers d'un même outil. Alors, je m'arrête. Donc, je crois qu'il nous reste 5 minutes, c'est bien ça. Des questions. Voilà, en avez-vous, n'hésitez pas. On va afficher aussi un slide là à la fin, si tu permets. Merci beaucoup. Et peut-être pour revenir rapidement sur l'organisation quand même, qu'on a balayé rapidement, c'est que on a dans toutes les entreprises autour de Dora, c'est un programme. Voilà, piloté par une équipe centrale avec un comité de pilotage et des instances hebdomadaires. Alors, par rapport à la Banque Postale, nous, ce qu'on a rajouté en plus, ce qu'on appelle on l'a appelé les Dora Days. Les Dora Days, on dédie une journée par mois ou par toutes les 3 semaines, dans lequel toutes les directions vont venir pour travailler sur des sujets opérationnels. Voilà. Ce n'est pas pour faire du reporting, ce n'est pas ce n'est pas une réunion. Voilà, c'est des ateliers dans lesquels on va travailler sur des sujets transverses. Et ces Dora Days, on s'est rendu compte que au début, tout le monde était sceptique. On va dire, oh là là, on va tous se rencontrer, on ne sait pas c'est quoi l'output. Et on a testé, on a fait un demi-Dora Day, et à la fin, tout le monde s'est dit, OK, il faut en faire un prochain. Et ça permet de travailler sur les sujets transverses. Voilà. Dora traite beaucoup de sujets transverses à plusieurs directions. Voilà. Par exemple, les fonctions critiques et importantes, il faut vraiment que ça soit compris par tout le monde et que toutes les directions, toutes les filiales aient la même définition et tout le monde prenne les mêmes hypothèses de travail pour les différents chantiers qui existent. Et c'est un véritable accélérateur, ces Dora Days. Et ça permet aussi au management de passer une tête dans ces Dora Days, de se poser et d'écouter pendant 1 heure, pendant 30 minutes, de voir quels sont les types de questions qu'on se pose techniquement sur les exigences Dora. Et aussi de passer des messages. Voilà, on gagne beaucoup de temps à travers ces Dora Days. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Sur l'aspect transverse, beaucoup de banques et assurances vont être impactées par énormément de directives européennes. Dernièrement, il y a la directive RSE qui s'est mise en place, mais aussi une surcharge pour toutes les équipes opérationnelles. Vous, dans votre expérience au quotidien, est-ce qu'il y a des synergies ou ça reste vraiment 2 silos de changement qui sont en place? Et si vous avez réussi à créer des synergies, quels sont vos retours d'expérience là-dessus? Merci. Alors, on essaye effectivement de trouver des synergies, enfin, évidemment, hein, puisque ça retombe sur les mêmes personnes. Et pour parler de la réglementation qui est la plus proche de Dora, pour nous, c'est la guideline EBA. On essaie de trouver des synergies entre la guideline EBA et Dora, mais effectivement, c'est pas simple. Mais oui, sujet par sujet, on essaye de trouver des approches communes, des solutions communes, parce qu'on empile les réglementations. Donc nous, on a une banque internationale, hein, donc on a une banque américaine, on a une banque chinoise, on a une banque singapourienne en fait. Au sens, on a une licence aux États-Unis, et comme on a une licence, on est une banque américaine aussi. Donc on est aux États-Unis, on est une banque française et américaine. Et ça parfois, donc si on n'y prend pas garde, tout ça remonte au central, hein, et on se retrouve avec une personne qui doit faire la conformité à toutes les réglementations. Et évidemment, ça c'est un peu on atteint les limites de l'humain. Donc oui, on fait, mais je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Ouais. Et là-dessus, pour un complément, c'est que voilà, on essaie de le faire surtout dans la phase d'assessment, de gap analysis. Voilà. Et voilà, Dora demande ceci. En général, on a la bonne personne en face de nous et nous dira, voilà, ça, on l'a déjà mis en place avec la LPM, par exemple, ou on l'a déjà mis en place avec l'EBA. D'accord ? Et le travail qui reste à faire, c'est de voir quel est le delta pour être conforme à Dora.
Oui, il y a une autre question derrière, je crois. Vous avez parlé beaucoup de conformité d'ORA, en dehors du risque de non-conformité. C'est quoi l'impact sur l'évaluation ou l'évolution de l'analyse de risque sur vos mouvements bancaires? Parce qu'en fait, si on traite comme de la conformité, ok, on sera conforme, mais on n'aura aucun impact sur les risques. Ma question, je ne sais pas si j'arrive à comprendre, c'est quel est l'impact sur les risques? Est-ce que vous imaginez que vous maîtrisez mieux les risques? Moins, plus, je sais, j'aimerais bien votre avis là-dessus. Alors, pour moi, la réponse est oui. C'est que quel est l'objectif de Dora? C'est d'avoir une résilience opérationnelle, voilà, maîtrisée sur toutes les institutions financières au niveau de l'Europe. D'accord? On a parlé de résilience opérationnelle tout à l'heure dans la définition. C'est de permettre à une entreprise, voilà, de pouvoir garantir la disponibilité de ses services critiques. D'accord? Effectivement, ça a un impact sur le risque et ça permet de maîtriser les dispositifs qui sont en place. Voilà, parce que l'intérêt aussi de Dora, c'est qu'on se pose aussi les bonnes questions. Les bonnes questions sur la partie incident. Je prends cet exemple-là. J'ai rencontré un client où aujourd'hui, ces incidents qu'il qualifie de critiques, voilà, il en a par mois 1500. D'accord? C'est énorme. D'accord? C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un trou dans la raquette. Soit les incidents ne sont pas assez bien qualifiés, ou tout simplement, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et en faisant la projection sur Dora, d'accord, il passera de 1500, d'accord, par mois à 5 par mois. Okay? Ça veut dire que le Dora va lui permettre lui donne un cadre avec des critères assez exigeants pour lui dire voilà comment tu peux qualifier, classifier tes incidents. D'accord? Et ça, voilà, ça participe à la maîtrise de son risque externe, interne plutôt. Et l'autre exemple que je peux prendre, c'est tout ce qui est la gestion des prestataires. Voilà. Faire des audits sur des prestataires, aujourd'hui, tout le monde le fait quasiment. Voilà. Et tout le monde le fait avec ses propres critères. Sauf que Dora va donner un cadre pour dire voilà dans quel cadre vous devez faire ces audits-là, dans un périmètre bien défini qui concerne les fonctions critiques et importantes, d'accord? Et les prestataires seront des prestataires critiques et importants. Et le Dora nous pousse à aller plus loin dans cet audit-là pour dire on prend en compte la chaîne de sous-traitance. Voilà. Niveau 1, niveau 2, minimum. Voyez? Et tout ça, ça nous permet d'avoir une bonne maîtrise de plusieurs paramètres au niveau de l'entreprise. Voilà, je pense. Moi, je vais peut-être citer le rapport sur les risques qui arrive en fin d'année, là, qu'on doit faire à la direction générale, et qui est censé reprendre tous les risques de continuité d'activité, cyber, IT, le risque fournisseur. Et alors, c'est pas vraiment, on peut pas dire que ce soit une analyse de risque, mais en tout cas, ça va changer la donne parce qu'on va avoir une approche qui va être très systématique. Et on va devoir couvrir tous les domaines, rassembler toutes les infos, avoir les plans d'action. Et ça va donner une visibilité que on n'avait peut-être pas poussé jusque-là. On avait quand même des effets silos. On avait quand même pas une complète fédération de l'information. Donc ça, je pense que c'est ça qui va changer le plus la vie des personnes qui travaillent dans les risques. Quand même. Est-ce que vous pouvez vous présenter juste avant de poser votre question, s'il vous plaît? Merci. Bonjour à tous. Manu Stachon, je travaille chez Crédit Agricole Assurance. Et j'avais deux questions. La première, c'est vous avez évoqué le gap analysis. Est-ce que peut-être que c'est pas tout est homogène dans toutes les entités? Mais là, je vois parler de la Poste et Cassib. Quels sont les points par rapport à Dora qui sont en retrait, que vous avez identifiés sur vos gap analysis qui reviennent? Et deuxième sujet, par rapport à ça, en termes de budget, est-ce qu'on ne peut rien faire sans budget? Par rapport au build qui existe aujourd'hui, par rapport à LPM, par rapport à EBA, on a un budget. Est-ce que par rapport à ces gap analysis et tout ce qu'il faut faire en build, vous avez identifié un pourcentage d'augmentation? Et quel est ce pourcentage pour le build et ainsi que pour le run? Est-ce que ça a été remonté à la direction générale aussi pour rentrer ça dans le cadre total de gouvernance, on va dire? C'est ce que Dora demande aussi.
Alors, moi, je vais pas rentrer dans qu'est-ce qu'on a trouvé dans le gap analysis parce que ça devient de la cuisine interne. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que, donc, comme je disais, on fait CACIB et CASA entité sociale. Et en fait, les deux gap analysis donnent des résultats différents. Donc, et pourtant, on est deux entités très proches. On a une informatique commune. Mais comme en fait, on doit comparer aussi le cadre de maîtrise des risques, il y a effectivement, finalement, c'était pas tout à fait la même chose. Mais sinon, les grands points qui ressortent du gap analysis, c'est surtout, enfin, comme nous, on est déjà très contrôlé, très régulé, c'est surtout les nouveautés en fait liées à DORA, c'est-à-dire le TLPT, ça, effectivement, on n'avait pas ça. Le reporting sur les risques, on n'avait pas l'équivalent. Enfin, donc, c'est plutôt ça qui ressort. Sur le budget, il est relativement modeste en fait. C'est pas un gros projet informatique, comme je disais, on ne fait pas trop d'outillage, donc c'est plutôt des consultants qui animent, pour vous donner un ordre d'idée, que de l'artillerie lourde en fait. Donc pour aujourd'hui, c'est pas un très gros projet. Et voilà, bon, peut-être ça changera dans les années qui viennent parce qu'on va continuer. On va améliorer le dispositif, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas dingue. Hein. Ouais, alors du coup, ce que je peux rajouter dessus, les gap analysis que j'ai eu à faire jusque-là en tant que consultant, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui existe dans l'entreprise. Voilà. Et après, il y a un petit gap à faire pour atteindre cette conformité-là. Voilà, par exemple, le plus gros, c'est toute la mise à jour documentaire à faire pour intégrer les exigences DORA. Après, les vraies nouveautés, voilà, qui sont impactantes et structurantes pour les entreprises, c'est par exemple les tests de restauration d'un data center. Okay, voilà, on faisait des tests de restauration sur un périmètre défini, mais restaurer tout un data center, je pense voilà, tout le monde ne le fait pas et c'est très très coûteux. L'autre nouveauté que je peux citer, c'est par exemple le chiffrement des données à l'usage, par exemple, dans toute l'entreprise. Voilà, pareil, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Voilà, les TLPT dont on en parlait. Et la dernière partie, c'est tout ce qui est les risques liés au tiers. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on faisait des audits sur le prestataire qu'on a en face. En revanche, on n'allait pas jusqu'au niveau 1 ou au niveau 2. Voilà, ça, ce sont des nouveautés. Après, sur les budgets, voilà, je ne peux pas trop partager de chiffres, mais voilà, on parle quand même de millions. Et pour la mise en conformité DORA au global pour certains clients, quoi. Dernière question. Moi, j'ai pas la compétence. Hein, j'ai pas passé trop de temps là-dessus. Mais j'ai compris que c'était la CPR, mais bon. Ouais, pareil. Bon, en fait, c'est une question politique quand même. Et voilà, jusque-là, à tous les groupes de travail auxquels on a participé, voilà, moi j'ai compris, c'est l'ACPR qui va garder son rôle avec les banques, voilà, et les assurances. Aujourd'hui, ils le font. Et ils se sont dit sur DORA, on va garder cette partie-là. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont mis en ordre de marche pour constituer vraiment cette équipe Cyber Team. Il va d'ailleurs y avoir un partage des tâches justement entre la CPR et l'ANSSI. On a DORA, mais on a aussi NIS 2 par ailleurs, où on a des exigences qui sont assez similaires. Donc je pense qu'ils vont se partager finalement les tâches sur ce domaine-là. À ma connaissance, effectivement, l'ANSSI fait des recommandations, voilà, mais n'est pas effectivement... bon, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle de l'ANSSI, mais à ma connaissance, effectivement, ils vont faire des recommandations, typiquement d'avoir un... Ils ont... Ah oui, alors, vous avez l'ACPR qui va avoir un droit de regard et même un droit de veto sur les équipes, par exemple, TLPT, le consortium TLPT qui va être retenu. Okay. Et là, l'ANSSI va faire un certain nombre de recommandations, notamment à titre d'exemple, c'est-à-dire qu'effectivement, de passer par un prestataire PASI
certifié PACI. Voilà, donc c'est comme ça. Mais effectivement, à ma connaissance aussi, c'est l'ACPR qui est l'organe qui sera partie prenante. Voilà. Alors, merci beaucoup Merci pour cette beaucoup. super conférence passionnante. Merci à vous pour cette matinée.